Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de clôturer ce meeting qui également clôture les débats de la Convention de génération. Ari Halimi parlait de l'unité, du nécessaire dialogue entre les forces politiques de la gauche et de l'écologie. Eh bien, c'est un des messages forts de la Convention de génération, du débat qui a eu lieu entre nous, parce que nous pensons qu'effectivement, il faut faire grandir l'écologie politique, il faut faire grandir la justice sociale, il faut trouver des solutions nouvelles, mais toujours en tendant la main aux partenaires de la gauche et de l'écologie pour trouver ensemble les solutions. Alors, ce meeting de clôture, oui, c'est un meeting de clôture de la Convention de génération. J'ai l'honneur désormais, avec Benjamin Lucas, de co-animer ce mouvement qui a été, je crois, un des mouvements dynamiques dans la constitution de cette mobilisation. Nous sommes aujourd'hui au lendemain d'une mobilisation importante qui a fini par une répression assez forte. Nous sommes aussi au jour anniversaire de la mort de Malek Oussekine et je crois que ça doit nous parler. Et je voudrais remercier véritablement très chaleureusement, même si le numérique ne permet pas vraiment la chaleur humaine, mais en tout cas très chaleureusement tous les intervenants qui se sont succédés dans ce meeting numérique, Virginie Rosière, Caroline Dehaas, Julien Bayou, Anthony Smith, Clémentine Autain, Marie-Pierre de la Gontrie et Ari Halimi. Merci à vous de votre mobilisation. Mobilisation ce matin, mobilisation hier, mobilisation tout au fil de ces semaines, de ces mois, où on a vu loi après loi, beaucoup de choses qui nous inquiètent et qui inquiètent les Françaises et les Français. Je crois que vos voix sont très importantes et je vous remercie de nous avoir fait partager vos réflexions. Nous sommes nombreux et nombreux à nous mobiliser sur ces questions, mais vos voix sont fortes et nous vous remercions beaucoup d'être venus ce matin pour échanger avec nous. Je crois qu'on peut le dire, le fossé entre l'État et la population grandit. Il se creuse et c'est cela qu'il faut arrêter. Qu'on habite dans des quartiers populaires, qu'on habite en milieu rural, on a l'impression aujourd'hui dans notre pays que l'État s'éloigne. Le modèle de la démocratie libérale qui promettait de concilier libéralisme économique et démocratie, il ne tient plus ces promesses. Et aujourd'hui, nous voyons que la course en avant du néolibéralisme rend caduque cette espèce de pacte social, et que la colère sociale grandit, et que l'État s'éloigne. Cette colère, ce sentiment d'injustice, je crois que de nombreuses et de nombreux citoyens ont le sentiment d'être comme dans un cauchemar. Ils hurlent leur détresse sociale, ils essayent de s'époumoner, de crier pour les libertés, et qu'aucun son ne sort de leur voix. Mais si, le son est là, les mobilisations sont là, et face à cela, nous devons construire des solutions. Et construire des solutions, c'est reconstruire ce lien entre l'État et les citoyens, et notamment grâce aux services publics. Les services publics, ils ont été affaiblis, appauvris, éloignés des citoyens. Et c'est cela aussi qui crée cette difficulté. La police a fait l'objet de cette politique, mais l'ensemble des services publics ont fait l'objet de cette politique. Moi, je me souviens de cette mère célibataire que j'ai rencontrée dans un de mes déplacements en Val-de-Marne, la circonscription où je suis élue, et qui m'a raconté son histoire. Elle avait été victime d'un accident du travail et déclarée inapte pour son métier. Chômage, Pôle emploi. Elle retrouve un nouveau métier, mais en fait, elle est inapte. Elle n'a plus les capacités physiques usées par son travail précédent. Licenciement pour inaptitude, chômage à nouveau, RSA. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un service public si affaibli que Pôle emploi ne lui donne pas l'accès à ses droits. Par chance, elle rencontre un agent qui a quelques minutes de plus à lui accorder et qui l'oriente vers Cap Emploi pour faire en sorte que son handicap soit pris en compte, pour faire en sorte qu'elle puisse initier une formation, retrouver un travail. Aujourd'hui, cette personne est en CDI et tout va mieux pour elle. Mais combien comme elle, usés par le travail, n'ont pas eu accès, n'ont pas accès à leurs droits? Car c'est bien cela aujourd'hui, la liberté, c'est aussi l'accès aux droits. Et pour mettre en œuvre ces politiques austéritaires, eh bien, on a organisé le fait que les gens, les Françaises et les Français, n'aient plus accès à leurs droits. On a fait quoi? On a déshumanisé les services publics, on les a dématérialisés, on les a éloignés des citoyens. Et on n'arrête pas de dire il faut lutter contre la fraude, il faut lutter contre la fraude. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, au Sénat, nous débattions du budget du ministère du Travail et un amendement a été adopté pour alourdir, pour donner davantage de moyens
aux agents de Pôle emploi pour lutter contre la fraude des chômeurs. Mais vous ne croyez pas qu'il faudrait donner davantage de moyens à Pôle emploi pour accompagner les chômeurs de longue durée, pour accompagner les 50% de personnes de plus de 55 ans qui ne sont pas en activité? Eh bien non, nous sommes dans un système où aujourd'hui nos services publics, on leur demande d'être finalement de plus en plus dans le contrôle social et de moins en moins dans l'accompagnement social. Donc, on fabrique des citoyens précarisés, on finit par ensuite les culpabiliser et puis on finit aujourd'hui dans la rue hier par les criminaliser. Alors, face à cela, il faut retrouver des droits collectifs, il faut retrouver des services publics forts. Aujourd'hui, l'escalade de violence que nous voyons et la rupture de la confiance entre la police et la population, elle procède du même phénomène. Ce même phénomène qui fait que la police est éloignée des citoyens et que le fossé s'est creusé. À la police, on lui a refusé les moyens de travailler. Il suffit de voir l'état de délabrement de nos commissariats, le manque de véhicules de service pour les agents, et puis bien entendu la fin de la police de proximité. Je parlais de déshumanisation, je parlais d'éloignement, et bien évidemment ce service public de la police aussi a fait l'objet de cette politique. On lui a refusé les moyens de travailler sereinement et par contre, on lui a fait appliquer une politique du chiffre, une politique où il fallait des résultats, vous savez, les fameux indicateurs. On se souvient très bien de Nicolas Sarkozy, mais on se souvient de son successeur actuel, Gérald Darmanin, qui est complètement dans cette politique, la politique du chiffre au détriment de la politique humaine. Par la police nationale, elle a un rôle fort dans notre démocratie, c'est aussi un rôle de lien social. C'est la raison pour laquelle il faut lui faire retrouver le chemin de la proximité avec les habitantes et les habitants, notamment des quartiers populaires, mais pas seulement. Le contrôle social, ce sont ces nouvelles méthodes policières aussi, qui ont été testées, généralisées dans les quartiers populaires, et puis appliquées envers les gilets jaunes, appliquées aussi envers les migrants. C'est terrifiant quand on regarde d'un côté notre droit et d'un autre côté ce qu'on fait subir aux migrants. Car c'est bien là, encore une fois, j'y reviens, la liberté, c'est aussi l'accès aux droits et le moyen pour accéder à ces droits. Ce sont des services publics forts, ce sont des services publics de proximité. Donc pour restaurer la confiance entre les Français et leurs services publics, eh bien oui, il faut des moyens. Et pour restaurer la confiance entre les Français et leur police, il faut des moyens pour la police, des moyens matériels pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et il faut aussi réinstaurer une nouvelle manière de diriger la police. Moi, je vous le dis, je ne suis pas d'accord ni avec M. Castaner, ni avec M. Darmanin, quand ils disent, en tant que ministre de l'Intérieur, notre rôle, c'est de protéger la police. Mais non, en tant que ministre de l'Intérieur, votre rôle, c'est de garantir le bon équilibre entre, d'un côté, le fait que nous ayons confié à la police la violence légitime, la capacité pour l'intérêt général d'exercer la force, et d'un autre côté, la démocratie, les droits des citoyens. Votre rôle en tant que ministre de l'Intérieur, c'est aussi de donner de bonnes conditions de travail aux policiers, mais ce n'est pas les protéger, quoi qu'ils fassent et quoi que vous leur demandiez. Parce que la situation aujourd'hui, elle est extrêmement dégradée en raison d'une politique et d'une chaîne de commandement et d'ordres donnés qui poussent les policiers à appliquer des méthodes qui sont absolument contraires à notre démocratie et au fait de réinstaurer un lien de confiance entre la police et la population. Oui, ce lien de confiance peut être recréé. Pour cela, il faut des outils. Il faut une formation plus longue, dense, sur la question de l'accès aux droits, sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question de l'écoute, évidemment, des victimes. Il faut aussi que l'inspection générale de la police nationale ne soit plus sous la tutelle du ministre. Comment peut-on, quand on a des ministres qui prônent que leur premier travail, c'est de protéger les policiers, accepter que quand il y a une enquête pour vérifier que la déontologie des forces de l'ordre a bien été appliquée, eh bien ceux qui enquêtent soient sous la tutelle du ministre qui dit qu'il ne veut qu'une chose, protéger les policiers, quoi qu'ils fassent. Nous avons j'ai déposé il y a quelques jours une proposition de loi pour faire en sorte qu'une autorité
administrative indépendante puisse gérer ces questions-là, puisse mener les enquêtes, puisse faire en sorte que les sanctions disciplinaires soient appliquées à l'encontre des policiers qui commettent ces actes délictueux, voire ces crimes, et puis qui veille que quand cela est transmis au juge, les enquêtes aillent jusqu'au bout. C'est la condition sine qua non pour la restauration d'un lien de confiance, parce que nous voulons, toutes et toutes, ce n'est pas que la violence et l'escalade de la violence se poursuivent. Nous voulons que la concorde revienne. Nous voulons que la police puisse travailler correctement. Nous voulons que les manifestants puissent manifester correctement. Nous voulons le retour de la liberté de manifester. Nous voulons conforter la liberté de la presse. Nous voulons conforter la liberté d'association. Et je rejoins totalement ce qui a été dit par Caroline de Haas. Quand on regarde le décret de dissolution du CCIF, on a peur pour l'ensemble des associations dans notre pays qui peuvent défendre un point de vue. La liberté d'expression, aujourd'hui, doit être protégée. La liberté de la presse aussi, je le disais tout à l'heure. Les libertés syndicales, et on a entendu Anthony Smith avec cette expérience si particulière, mais il est vrai que les libertés syndicales sont mises à mal, et notamment avec les ordonnances travail, et le fait que de nombreux représentants syndicaux aient été retirés de leurs fonctions à cause des modifications des ordonnances travail. Nous assistons à tout cela, mais nous ne pouvons pas rester uniquement sur la défense. Il faut que nous proposions un autre modèle pour des services publics de proximité, pour refonder la démocratie et la République avec de nouveaux droits aux citoyens. Je parlais tout à l'heure de citoyens qui hurlent, mais le cri ne sort pas. Oui, entre les élections, il faut inventer de nouveaux moyens de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent s'exprimer. On a parlé du 49.3 citoyen, on a beaucoup parlé avec les gilets jaunes du référendum d'initiative populaire. Autant de nouveaux outils à créer pour faire en sorte que le citoyen, la citoyenne puisse reprendre ses droits entre les élections et faire en sorte que le contrôle citoyen existe. Nous avons été, face à la Convention citoyenne pour le climat. Alors, le président de la République avait dit, voilà, nous allons inventer une nouvelle forme de démocratie. Et nous respecterons ce qu'elle propose. Et que voyons-nous? Le mépris à nouveau. Alors, je crois qu'il est temps de le dire. La démocratie doit être refondée dans toutes ses facettes. Et le contrat social, notre contrat social basé sur un service public fort et en proximité, doit être refondé. Je voudrais encore une fois remercier tous les participants et les participantes à ce meeting numérique. La démocratie numérique, nous sommes en train de l'inventer. Quelle que soit la situation sanitaire, nous continuerons à nous mobiliser. Dans la situation qui est très difficile aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreux et je crois que les grandes voix que nous avons entendues ce matin, mais aussi toutes les micro-actions, les petits actes du quotidien que beaucoup de très nombreux citoyens et citoyennes font au quotidien sont extrêmement présentes, sont extrêmement importantes pour faire vivre ces idées, pour faire vivre nos propositions. À ce titre, je remercie bien sûr tout particulièrement les militantes et les militants de Génération dont je connais l'engagement sur le terrain et que je remercie pour leur action au quotidien. Je vous remercie encore tous et toutes pour ce moment de meeting numérique sur les libertés. Oui, nous écrivons ton nom, liberté. Nous sommes là pour toi.